Chapitre 2, agents physiques. En fait, dans ces chapitres, nous allons voir les agents physiques. Mais déjà, je pense dans ces chapitres, il n'y a pas beaucoup d'éléments à expliquer, mais il y a plutôt beaucoup d'éléments à lire. Par exemple, pour l'électricité, donc pour chaque agent physique, je vous conseillerais de lire les effets de chaque agent, les indications et puis les contre-indications de chaque agent physique. Vous pouvez créer une petite fiche avec tous ces trois éléments. Donc, vous pouvez mettre les effets et les indications, les contre-indications et voir plus d'autres éléments que vous trouverez intéressants. Je vais passer à autre chose. Oui, dans cette partie, j'aimerais en fait tirer votre attention sur ces tableaux. En fait, ça représente l'innervation de membres supérieurs et l'innervation de membres inférieurs. En fait, l'intérêt de connaître cette innervation, c'est lorsque nous allons évaluer les lésions médulaires. Parce qu'on verra comment évaluer les lésions médulaires, notamment grâce à un score des ASIA. Par exemple, ici, vous pouvez créer un acronyme avec le F, le E, F, et A. Non, F, F, A. Vous pouvez créer FEFA. Donc pour FEFA, pour mémoriser la flexion du coude, l'extension du poignet, l'extension du coude pour la C7, la flexion du médius pour la C8, et puis l'abduction auriculaire pour les termes. Par exemple ici, si le patient présente soit une abolition de la sensibilité ou soit il a un problème moteur au niveau de la flexion du coude, là on saura déjà que c'est la C5 qui est incriminée. Et par exemple, si le patient n'arrive pas ou bien il ne sent pas lorsqu'on le pique, lorsqu'on teste la sensibilité au niveau de la hanche, on peut déjà incriminer un nerf à partir de ces tableaux. Donc, il y a les dermatomes qui est le territoire d'innervation sensible du nerf rachidien. Nous avons le myotome et puis les viscérotomes. Donc, par rapport à la lumière, nous allons considérer les mêmes éléments, donc les effets, les indications et puis les contre-indications. Passons directement au mouvement. Ici, le mouvement thérapeutique consiste à mobiliser le segment du corps humain en vue d'éviter ou de prévenir les pathologies liées à une immobilisation prolongée, comme les escarres, les troubles circulatoires et des raideurs articulaires. Nous utiliserons quelques paramètres en vue de prédire la tolérance à l'effort du patient quand ce dernier doit être verticalisé après un alitement prolongé ou après une affection cardio-respiratoire. Et parmi ces paramètres, on peut citer la fréquence cardiaque maximale, la VOD max, les temps de récupération, la fréquence cardiaque au repos et la fréquence cardiaque à l'effort. Par rapport à la fréquence cardiaque maximale, elle se calcule avec cette formule D120 moins l'âge si c'est un homme et D126 moins l'âge si c'est une femme. La fréquence cardiaque au repos, elle est de 60 à 80 battements par minute. La VOD max, ou le volume d'oxygène maximal, c'est la quantité maximale d'oxygène que le corps consomme lors d'un effort intense par unité de temps. Elle s'exprime en millilitres par minute par kilo et peut aller de 20 à 95. Plus la VOD max augmente, plus la performance physique est bonne. Les calculs de la VOD max s'est fait principalement lors des tests d'effort sur tapis ou vélo. Et c'est là généralement dans des centres sportifs ou médicaux spécialisés. Ici, par exemple, le temps de récupération, temps pendant lequel une personne récupère la fréquence cardiaque au repos après un effort. Donc ici, c'est à lire. Dans ces diapos, la réadaptation
cardio-respiratoire après un effort. Ici, ce qui nous intéresse dans cette partie, c'est ces schémas. En fait, ces schémas montrent la verticalisation progressive d'un patient alité et qui se fait en fonction des variations de sa fréquence cardiaque et ces variations et c'est fait par rapport en fait à l'angle de verticalisation. Ici, vous voyez, il y a un angle qui varie progressivement par rapport avec la verticalisation. On est parti des 0 degrés, on est venu à 45 et puis à 90 degrés, etc. jusqu'à ce que la personne sera verticalisée. Et pourquoi cette verticalisation progressive? Car il y a en fait un risque lorsqu'il y a une augmentation brusque de la fréquence cardiaque, ce qui pourra entraîner une syncope qui peut être néfaste ou fatale pour le malade. Ici, il y a un autre tabelle. On dit tout malade alité a un métabolisme très bas, le cœur est affaibli en travaillant peu. Or, en lui mettant directement en position debout, le cœur augmentera son travail brutalement. D'où l'importance de passer par une position où le cœur va s'adapter facilement. C'est ça l'intérêt de cette verticalisation progressive. Ici, les indications, bon, c'est à lire si vous avez le temps. Ici, on doit marteler sur les conséquences résultant d'un décubitus prolongé. En fait, vous devez lire cette partie parce qu'il y a aussi une question qui vient sur la définition de ces conséquences ou de ces troubles. Par exemple, on peut vous demander de faire la différence entre la macération, la pression, les cisaillements, etc. Passons maintenant au massage. Le massage en soi, c'est une technique d'application et de manipulation des tissus mous naturellement par la main ou soit artificiellement par les appareils. Et le massage c'est fait de substances glissantes telles que de crème, des talcs et des huiles, etc. Et il y a des effets recherchés lors du massage. On recherche principalement un effet sédatif de la douleur par détente musculaire et nerveuse. Ça permet également d'améliorer la circulation, ça tonifie le muscle. Là, c'était l'élément essentiel par rapport au massage. Bon, ici, les contre-indications du massage, c'est à lire. Bon, si vous avez le temps, comme d'hab. La mécanothérapie, c'est l'usage de moyens mécaniques tels que la force, la gravité, le frottement, les glissements et la résistance dans un but thérapeutique. Donc ici, c'est l'essentiel. Mais ce qui nous intéresse dans cette partie, c'est la technique de la traction cervicale. Dans cette technique, il y a une théorie qui stipule que la tête représente 8,1% du poids de la personne. En fait, le but de cette technique, par exemple, lorsqu'on doit réaliser une traction au niveau de la colonne cervicale, on doit mesurer en fait la force qui sera appliquée. Et cette force, elle se calcule à l'aide de cette formule. Car s'il y a une force ou il y a une charge importante au niveau de la tête, il peut y avoir disparition de la lordose, etc. Maintenant, pour calculer cette force qu'on doit appliquer lors de la traction cervicale, on utilise cette formule qui dit que F est égal à la masse multipliée par la hauteur qui s'exprime en mètres, l'accélération de la pesanteur en mètres par seconde au carré, et puis multiplié par cosinus de l'angle de 30 ou de 45 degrés. Avec ces premiers exemples, on nous donne un patient qui pèse 90 kg. Alors, que devons-nous faire? Ici, en fait, on va trouver en fait, ici, dans le 90 kg, la tête représente 8,1%. Le 8,1%, ça nous donne 7,2 qui est multiplié par 0,14. Donc ici, nous avons converti les 14 cm en mètres.
multiplié par 9,8 multiplié par 0,7 avec cosinus de 45 degrés qui est de 0,7. Ça nous fait une force de 6,98, une charge de 6,98. Donc la colonne cervicale supporte une charge de 7 kg. Le 6 c'est toujours avec le même ordre d'idées. Si la disparition de la lordose, cosinus de 0 degré est égal à 1. Donc ici, nous verrons que la charge va augmenter. Elle sera maintenant de 10 kg. Donc ici, je pense que c'était l'élément essentiel à épingler. Maintenant, passons à la logopédie. Ici, la logopédie, elle s'occupe en fait de troubles des langages, que ce soit du langage parlé, compris, écrit et gestuel. Donc ici, c'est à lire si vous avez le temps comme d'hab. L'indication de la logopédie, bon, si ça vous intéresse, vous pouvez également jeter un coup d'œil. Donc ici, toute cette partie, c'est à lire. Ok, nous allons passer maintenant au chapitre 3 qui est intitulé les thérapeutiques. Le chapitre 3, les thérapeutiques. Ici, une thérapeutique, c'est juste un traitement pour guérir une personne malade. Et dans ces chapitres, on a listé quelques thérapeutiques couramment, fréquemment utilisées. Nous avons les infrarouges, les courants galvaniques, les agents physiques électriques et non électriques. Et ici, il y a quelques affections traitées en impair. C'est à lire. Ici, par exemple, les affections neurovasculaires. On peut citer les AVC, les accidents vasculo-cérébraux. Et dans ces chapitres, ce qui nous intéresse ici, ce sont le traumatisme vertébro-médulaire. Donc, tout ça, c'est à lire. L'élément important ici, c'est la clinique. La clinique de traumatisme vertébro-médulaire est faite de 5 syndromes ou les syndromes majeurs que nous allons retrouver ici dans les lésions médulaires. En fait, la topographie ou l'implication d'une lésion clinique, ça sera en fonction de l'anatomie de la moelle. Si une lésion affecte en fait la corne antérieure, cliniquement, ça va se traduire en clinique par un syndrome moteur. Donc, le syndrome moteur, c'est lorsqu'il y a absence de la motricité en sous-lésionnelle, faisant suite à une atteinte de la corne antérieure de la moelle. Et les syndromes sensitifs, c'est lorsqu'il y a absence de la sensitivité en sous-lésionnelle. C'est là faisant suite à une atteinte de la corne postérieure de la moelle. Et lorsque on parle des syndromes de Brown, c'est quoi? Lorsqu'il y a une origine médulaire, en fait, c'est la lésion, en fait, l'hémimoelle est touchée, donc elle affecte la moelle, la moitié de la coupe transversale de la moelle épinière. Et puis il y a aussi les syndromes de la section de la moelle qui survient suite à la destruction totale de la moelle épinière en sous-lésionnelle. Et puis les syndromes de la queue de cheval lorsque la lésion survient après la moelle épinière, donc après la limite de LD qui est la limite anatomique. Et comme je le disais tout à l'heure, ici nous allons voir en fait la classification du score d'ASIA. ASIA qui c'est un sigle qui signifie American Spinal Injury Association, ou on peut dire American Spinal Cord Injury Association. Donc c'est une société, oui, c'est une association américaine qui traite des cas de lésés médulaires.
Et ils ont en fait mis sur pied cette échelle de gravité avec un score d'Asia qui va en fait déterminer les pronostics. Les pronostics d'un patient lésé médulaire post-traumatique. S'il va en fait conserver son état neurologique ou pas. Alors, en fait, dans cette classification, la classe A dans les ASIA signifie tout simplement que le patient, donc chez ces lésés médulaires, il y a absence de motricité et absence de sensitivité. C'est-à-dire lorsqu'on va tester le patient, qu'on va classer dans cette classe A, c'est un patient ou c'est un lésé médulaire qui ne présente pas des signes de motricité et de sensitivité. Alors le patient qui sera classé dans l'ASIA B, c'est un patient où il n'y a pas en fait de motricité, alors que la sensitivité elle est présente. Pour les patients classés dans les ASIA C, c'est un patient ou c'est un lésé médulaire où on va tester le muscle. Le muscle qui peut se contracter sans l'apaisanteur. Donc, c'est-à-dire ici, on se base sur l'échelle MRC où on teste la contraction musculaire. Donc, ici, la valeur des contractions musculaires sera inférieure à 3. C'est-à-dire, on va commencer à 0, 1 et D. À 0, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de contraction. Alors que si on cote à 1, il y aura ébauche des contractions. Le muscle bouge, mais le segment reste fixe. Et si on le cote à D, c'est-à-dire que le muscle peut contracter, mais sans l'apaisanteur, donc en apaisanteur. Et si la sensitivité, elle peut être présente ou absente. Alors pour les lésés médulaires qui seront classés dans cette classe de D, c'est-à-dire que lorsqu'on va tester le muscle, on aura des valeurs de MRC supérieures ou égales à 3. Donc, c'est-à-dire que le patient ou le lésé médulaire pourra contracter contre l'apaisanteur à 4, c'est-à-dire qu'il y aura une contraction contre une contraction malgré une résistance légère imposée au muscle. Et il peut également contracter contre une grande résistance. Et puis dans l'ASIA E, généralement, on aura une force musculaire normale et une sensitivité également normale. Donc, cette échelle, en bref, ça nous permet de classifier en fait les lésés médulaires et leur pronostic des rétablissements. Donc, les patients qui seront en ASIA A, il n'y aura ni motricité ni sensitivité. En ASIA B, il n'y aura pas de motricité, mais on peut avoir une sensitivité présente. En ASIA C, il peut contracter, il peut avoir une valeur de MRC inférieure à 3, c'est-à-dire 0, 1, D, et une sensitivité peut ou n'est pas exister, ainsi de suite. Ici, il y a une petite question. Bon, c'est déjà répondu. Maintenant, cette expression si ou aura, en fait, ça signifie tout simplement spinal cord injury without evidence of radiologic abnormality. Donc ici, cette entité ou cette situation pathologique est suspectée chez l'enfant qui a des symptômes neurologiques transitoires et un mécanisme de lésion compatible avec une lésion de la moelle épinière. Tout simplement, il y a une lésion de la moelle épinière, mais sans anomalie radiologique visible. Généralement, on retrouve cette situation chez les enfants. Donc, par rapport à ces scores qu'on vient de voir, ça va nous permettre de calculer
les ASIA, donc les scores d'ASIA associés au testing musculaire. Donc ici, ça reprend les valeurs de ça. En fait, ici on va tester le nerf par segment. Ici nous sommes au niveau des membres supérieurs. On va tester les racines de C5, C6 jusqu'à T1. Alors C5, on sait qu'elle est responsable, en fait il a les rôles, en fait il réalise la flexion du coude. En C6 on aura l'extension du poignet. En C7 il y aura l'extension du coude, et en C8 il y aura la flexion du médius, et en D1 ou en T1 il y aura l'abduction auriculaire. Et puis de l'autre côté, au membre inférieur, la LD, c'est la flexion de la hanche. En L3, c'est l'extension du genou. En L4, on aura une flexion dorsale du pied. En L5, il y aura l'extension du genou. Il y aura extension du gros orteil. Et en S1, on aura une flexion plantaire. On teste tous les deux membres, c'est un examen symétrique. Et puis on cote chaque membre à 5 points. Donc ici au niveau des membres supérieurs, il y aura le membre supérieur gauche et le membre supérieur droit. On cote, le total ça fait 25, 25, 50 et puis de l'autre côté 50. Maintenant ici, si la lésion est cervicale, les scores total se rapportent à 100, alors que si la lésion est sous-cervicale, les scores total se rapportent à 50. Bon, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre cours. Le reste ici, c'est à lire. Déjà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de la partager également à vos proches qui en auront besoin. De mon côté, j'espère que cette vidéo vous sera d'une très grande utilité. Je vous dis déjà à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.